Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. L'émission du jour est consacrée à un film magnifique sur fond de guerre du Pacifique, sorti cet été sur les écrans français, et que je vous encourage à aller voir partout où il est encore diffusé, Onoda d'Arthur Harari, qui est notre invité. Les références notamment des films cités dans l'émission sont sur le site parolehistoire.fr, ainsi que les autres épisodes, pour certains consacrés au cinéma. La semaine prochaine, on changera de registre, puisque nous recevrons Claire Lemercier et Pierre-François pour leur histoire du capitalisme. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, comme toujours, pour prolonger les discussions. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Arthur Harari, le réalisateur du film Onoda, 10 000 nuits dans la jungle. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de discuter avec vous parce que pour moi, c'est un très grand film. Je l'ai vu cet été. C'était un choc, je dirais, à la fois esthétique et historique en tant qu'historien notamment de la guerre du XXe siècle. Et donc, je suis heureux qu'on puisse en parler et inciter les gens à aller le voir. Et il joue encore dans une vingtaine de salles en France, je crois dans quelques salles à Paris. Ça dépend des jours, mais entre 2, 3, 4 salles à Paris. Ouais. On vous engage à aller le voir parce que c'est vraiment un film, pour moi, exceptionnel, un très beau film qui a pour point de départ la guerre du Pacifique et pour point de départ un personnage qui s'appelle Hiro Onoda. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu concrètement qui était ce personnage réel avant de parler du film et de la manière dont vous l'avez mis en scène ? Alors, Hiro Onoda, c'est un jeune japonais qui avait 22 ans en 1944 et qui a été envoyé sur une petite île des Philippines qui s'appelle Lubang, donc vraiment vers la toute fin de la guerre, à l'hiver 44-45, et qui avait une mission plus ou moins secrète en fait, de guérilla il avait pour mission de repousser l'arrivée des Américains sur cette île, de les harceler et même une fois que les Américains auraient débarqué, parce que c'était une évidence, de tenir cette île le plus longtemps possible. Et de ne jamais renoncer, mais non plus ne jamais se suicider, de ne jamais de rester en vie coûte que coûte, le temps que l'armée japonaise revienne. En gros, il était censé être une forme de sentinelle d'avant-garde. Il avait été formé dans une école, une annexe de l'école de renseignement japonaise qui s'appelle l'école de Nakano, et qui une petite annexe secrète à Futamata, dans laquelle, dans les derniers mois de la guerre, une poignée de jeunes officiers comme ça avaient été formés de manière très différente du reste du corps militaire, dans une logique où le sacrifice s'infléchissait sensiblement, parce qu'il s'agissait de donner toute sa vie, tous ses efforts à la défense des intérêts impériaux, mais en préservant sa vie, en la mettant plus haut que tout, quoi. Donc interdiction de mourir, interdiction de se suicider ou d'amener ses hommes à se suicider, et un rapport très ambivalent aussi à la morale, à la question de l'honneur. Ils étaient autorisés en fait à juger de manière assez libre et assez en fait individuelle de la question de la moralité et de l'honneur. Et donc cette histoire, il est resté pendant 30 ans sur cette île, d'abord avec une poignée d'hommes, puis de moins en moins d'hommes. Et il a fini par se rendre en 1974, ce qui a fait de lui un des derniers soldats de la guerre du Pacifique et de la Seconde Guerre mondiale à se rendre. Vous dites un des derniers, c'est important d'indiquer que cette histoire exceptionnelle d'Onoda, elle est à inscrire dans un phénomène un peu plus large qu'on appelle les derniers soldats japonais, les Japanese holdouts. J'incite ceux et celles qui nous écoutent à aller regarder. Il y a un petit article Wikipédia qui est bien fait, qui chronologiquement indique à quel moment les uns les autres se sont rendus. Il y a plus d'une trentaine de cas. J'avais noté en 1951 aux îles Mariannes 18 Japonais qui se sont rendus aux Américains. Il y en a encore dans les années 60. Et puis le tout dernier n'est pas Onoda, mais quelques mois plus tard, en Indonésie, quelqu'un qui s'appelle Nakamura, qui était un Taïwanais japonais. Donc on est dans un phénomène plus large, et peut-être qu'on peut dire aussi que cette formation individuelle qu'Onoda reçoit, que vous montrez dans le film, elle a pour corollaire des efforts logistiques de l'armée japonaise pour constituer des caches d'armes, de munitions, parce qu'il y a cette idée que le combat doit continuer. Alors oui, moi je suis loin d'être un spécialiste ni de la guerre du Pacifique, ni du Japon spécifiquement dans cette guerre, ni non plus des derniers soldats japonais. J'ai relativement peu lu. Pour une raison très simple, c'est que l'histoire de Onoda, moi j'ai lu principalement un livre écrit par des Français dans les années 70 qui ont enquêté, qui ont rencontré Onoda, etc. Mais l'histoire est tellement pleine et tellement riche elle-même
qu'avec quelques compléments d'information et ensuite de l'imagination, il m'a semblé que ça suffisait pour faire ce film. Mais effectivement, on peut dire qu'il y a un phénomène culturel japonais qui a donné voilà, une série de cas, dont le plus connu est Onoda. Mais il n'était effectivement pas le seul. La grande ambiguïté, c'est que le Japon, après la guerre, a essayé de récupérer certains de ces hommes, et Onoda était, à leurs yeux, un des plus précieux parce que c'était un officier de renseignement, plutôt d'une classe éduquée. Et du coup, il y a eu un certain nombre d'efforts qui ont été déployés par l'armée japonaise. Mais comme cette armée avait été d'une certaine manière décapitée et que la chaîne de responsabilité avait été brisée, et notamment en regard de cette école qui était un peu une école secrète dans une école secrète, et ça c'est un des mystères de l'histoire, personne n'a réellement pensé à la façon la plus logique de désarmer Onoda, ou disons de rentrer en contact avec lui, c'est-à-dire en se réclamant de cette école et de la dimension secrète des ordres qu'il avait. Et ça n'est qu'à la toute fin de cette histoire que cette possibilité est apparue, mais à l'initiative d'Onoda lui-même, en fait. Votre projet, vous l'avez dit, il ne naît pas d'un intérêt initial particulier pour la guerre du Pacifique, mais le Japon, malgré tout, vous intéresse, et plus largement, vous avez eu envie de raconter cette histoire. Alors, comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui vous a conduit à faire un film sur cette histoire très singulière? Alors moi, j'avais d'abord envie de faire un film d'aventure. Je pensais absolument pas ni à la guerre, ni à la Seconde Guerre mondiale, ni à la guerre du Pacifique, ni au Japon. Je lisais à la fois de la fiction. Enfin, moi, j'ai un goût très fort pour le roman d'aventure. Joseph Conrad, Stevenson, Melville et d'autres, et je cherchais en lisant des récits de navigateurs solitaires ou d'explorateurs polaires, enfin Donc il y avait déjà l'idée d'un personnage confronté à sa solitude, confronté à une solitude, aux éléments, à une forme une forme d'épopée, voilà. Et je ne trouvais pas, c'est-à-dire que j'ébauchais des histoires. Mon but était d'ailleurs pas de faire quelque chose d'après une histoire vraie au départ. Je cherchais à m'inspirer éventuellement d'événements réels, mais pas forcément d'abord. Et puis, bon, j'ai écrit des ébauches de scénarios ou d'idées comme ça, et puis rien ne me satisfaisait vraiment. Et c'est mon père qui un soir m'a parlé d'Onoda, parce que je parlais un peu de cette recherche avec lui. Il m'avait prêté quelques livres qu'il avait dans sa bibliothèque. Et il me parle d'Onoda, sans d'ailleurs se souvenir de son nom ni des circonstances précises. Il se souvenait pas de la durée notamment de l'histoire. Mais il se souvenait, il m'a dit, mais t'as qu'à raconter l'histoire de ce Japonais qui est resté des années sur une île en croyant que la guerre n'était pas finie. Et je connaissais pas cette histoire. Et il le disait de manière un peu... il y croyait pas que j'allais m'intéresser à ça. Enfin, ça semblait hors de portée, quoi. Et c'est comme ça que vous avez parlé de Wikipédia. Moi, j'ai trouvé la page Wikipédia de Onoda. Et voilà, ça m'a aspiré, quoi. Ça m'a semblé être une histoire ahurissante, qui était d'autant plus incroyable en termes fictionnels qu'elle était vraie. C'est-à-dire que tout a l'air d'y être un délire de la fiction, et un délire sur la fiction, parce qu'en gros, c'est quand même quelqu'un qui croit à une fiction. En dépit des signaux que lui envoie la réalité. Et en fait, c'est vrai, ça a eu lieu. Donc tout ce que je lisais sur cette histoire, et aussi les quelques images que je voyais, c'est-à-dire qu'il y a des photos d'Onoda avant son départ sur cette île, puis à la toute fin de son histoire en 74. Voilà, cette espèce d'écart temporel incroyable, les photos mises côte à côte, tout ça créait un appel imaginaire incroyable, quoi. Un appel tellement fort que vous êtes engagé dans un projet qui a nécessité de surmonter un certain nombre d'obstacles qui sont pas si courants pour un réalisateur basé en France, de tourner avec des acteurs japonais, de tourner, je crois que c'était au Cambodge que vous avez tourné, parce que peut-être les Philippines c'était pas possible, enfin vous allez peut-être nous dire. En tout cas, d'un point de vue matériel, d'un point de vue concret, la mise en œuvre de ce film n'a pas dû être simple, à la fois passionnante et pas simple. Oui, ça impliquait toute une série de choses évidentes, que le film soit parlé en japonais, qui soit tourné dans des décors
ma première idée était de tourner sur l'île réelle de Lubang aux Philippines, et puis pour des raisons de production, des raisons de praticité, de coproduction, d'accord avec les pays locaux. Enfin, on a fini par élire le Cambodge comme une solution intéressante, et elle l'a été vraiment. Mais voilà, toute cette série de contraintes voilà, avec lesquelles on avait affaire ont impliqué des challenges successifs et simultanés, effectivement, dont on n'avait pas complètement conscience au moment de... Quand je dis on, c'est que très vite, vraiment, quelques semaines après avoir découvert cette histoire, j'en ai parlé au producteur du film, Nicolas Antomé, avec qui j'avais déjà fait un court-métrage. J'étais en train de faire un court-métrage. À l'époque, j'avais même pas encore réalisé mon premier long-métrage, donc on était vraiment face à une espèce de montagne hors de proportion pour nous, mais d'une certaine manière, ça nous a, par une certaine inconscience et une certaine excitation, parce qu'on avait plus à gagner qu'à perdre, on s'est lancé là-dedans, et on a pris conscience progressivement, mois après mois et année après année, puisque c'était un processus très long, de ce qu'impliquait ce film. Et peut-être que si on nous avait dit dès le départ combien ça coûterait, combien d'années ça allait nous prendre, quelles difficultés on aurait à affronter, on aurait peut-être été effrayé. Ouais. Alors, il y a malgré tout des découvertes extraordinaires, j'imagine, à travers ce processus. Je pense à ces deux acteurs principaux, Endo Yuya, qui joue le jeune Onoda autour de 1945, des années qui suivent, et puis Kanji Tsuda, qui joue le Onoda âgé, plus âgé en tout cas, qui finit par se rendre en 1974. Du point de vue de la direction d'acteur, évidemment, ce n'est pas forcément simple de s'adresser à des gens dont on ne parle pas la langue, mais ça a dû aussi être très passionnant d'imaginer des formes de travail. Ah oui, c'était vraiment passionnant, et c'était... Exactement comme vous dites, il a fallu inventer, comprendre ce qu'impliquait ce genre de collaboration, et c'était empirique à tous les niveaux, quoi. Moi, j'ai compris petit à petit que, bon, enfin, ça semblait une évidence, mais ça a pris une dimension énorme, que l'interprète qui allait traduire mes échanges avec eux était vraiment une personne clé, et il se trouve que c'est lui, il s'appelle Yu Shibuya, qui a aussi traduit le scénario, enfin qui a d'abord traduit le scénario, et on a fait un long travail de traduction pour qu'une fois qu'il avait traduit une première version de scénario en japonais, que je comprenne ce qu'il avait mis dans les dialogues, parce que je voulais pas juste lui faire, enfin je pouvais pas juste me dire ok ça y est c'est traduit, et comme moi ne parlant pas japonais du tout, et il fallait traduire la traduction. Voilà, en fait on a fait un processus quasiment inverse, où je lui ai demandé de prendre les dialogues en japonais, de me les retraduire en français, et moi je comparais avec le texte français original, et je voyais tout l'écart qu'il y avait, et donc on a fait un très très long travail pour que je maîtrise ce qu'il y avait dans les dialogues, et que tout soit très conscient et le fruit de choix délibérés et précis, quoi. Et du coup, à la sortie de ce processus, bon, en parallèle, je faisais le casting, donc j'entendais parler japonais beaucoup, et je commençais à comprendre un peu, à la fois, bon, en termes d'expression, d'expressivité, de musicalité, d'intonation, mais aussi d'éléments quand même, un peu de structure de phrase et de comment dire, de récurrence linguistique. Des choses commençaient à se présenter, et je ne parle toujours pas japonais, mais j'avais quand même une espèce vous avez une oreille maintenant. Je commençais à avoir une oreille, et un mélange de choses instinctives et de ressenti, on va dire, et quand même d'éléments de sens, où certains mots, certaines structures, certaines occurrences de la langue japonaise me commençaient à me parler. Et donc, le rapport avec les acteurs s'est inscrit dans cette lignée-là. Et puis, il faut quand même dire que c'est les acteurs qui ont une capacité d'engagement exceptionnelle et une écoute incroyable, c'est-à-dire une disponibilité à oublier quasiment leur manière de penser, de travailler, de ressentir, pour essayer de fusionner avec, ou disons de rencontrer à mi-chemin ma vision à moi. Et donc c'est ce qui a rendu le travail génial avec eux. Ouais. Vous en avez un petit peu parlé dans un entretien fait pour le dossier de presse du film. C'est un film qui est nourri de vos propres visionnages, de vos propres curiosités cinématographiques. Vous citez notamment Kurosawa, Mizoguchi, mais aussi un film de Raoul Walsh sur la guerre du Pacifique, Objective Burma, Aventure en Birmanie 1945. Je voulais savoir si, au-delà de ces références, vous avez cherché à regarder des films qui se déroulent durant la guerre du Pacifique, parce que quand on voit votre film, il y a des images qui font écho, en tout cas pour moi comme spectateur, à la ligne
Ligne rouge de Malick, aux Lettres d'Iwo Jima. Il y a un certain nombre de films comme ça qu'on a en tête, qui sont parfois très iconiques de cette guerre. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez, dont vous avez eu conscience au moment de faire le film? J'ai vu ou revu relativement peu de films en fait sur le sujet. J'en ai vu. Alors, le film de Malick, je l'avais vu à sa sortie, je l'ai jamais revu. C'est marrant parce que je suis en ce moment en train de me dire que j'aimerais le revoir. Le film d'Eastwood, je l'ai vu. Pour le coup, c'est un des rares que j'ai vu pour l'occasion. J'avais vu le premier film du diptyque, le point de vue américain, qui s'appelle Les Mémoires de nos pères. Et j'ai donc vu le Iwo Jima. Je pense que j'avais écrit le scénario à ce moment-là déjà. C'était plutôt pour le casting que je le voyais, pour voir s'il y avait des acteurs intéressants. Et par ailleurs, évidemment, le film m'intéressait et je l'ai trouvé assez remarquable d'ailleurs. Il y a le film de Boorman aussi. Alors oui, Duel dans le Pacifique, ça je l'avais vu. Je l'ai vu il y a quelques années. Je crois que je l'ai vu avant d'avoir le projet de Noda, ou au tout début. Parce qu'on est dans un dispositif proche, hein, donc disons-le, oui. Duel dans le Pacifique, Hell in the Pacific, c'est 1968, et il est question de deux naufragés, en quelque sorte, un Américain et un Japonais, et l'enjeu est de savoir si ces deux survivants isolés vont s'entendre ou vont continuer la guerre à leur façon. Sur une île, avec des difficultés de langage, d'expression. C'est un film assez extraordinaire. Voilà, après, j'ai vu aussi un film de Raoul Walsh qui s'appelle Les Nuits et les Morts, d'après le roman de Norman Mailer. Ouais. Voilà, j'ai vu un certain nombre de films, mais pas énormément. J'ai vu quelques films japonais aussi. Le plus marquant s'appelle Feu dans la plaine, de Kon Ichikawa, qui est un film extraordinaire qui se passe sur une île aussi du Pacifique, et qui est une espèce de voyage au bout de l'enfer terrifiant. Où il est question d'anthropophagie. Enfin, c'est un film hallucinant, une espèce de cauchemar comme ça, à la fois très réaliste et très halluciné. Voilà, donc j'ai vu un certain nombre de films, mais je ne suis pas rentré dans une boulimie de ce que je voulais. Et puis par ailleurs, autour de ça, j'ai vu ou revu des films qui n'étaient pas spécifiquement des films sur la guerre du Pacifique, pour essayer de construire avec mon frère, qui est le chef opérateur du film, l'univers du film, l'univers visuel et on va dire esthétique du film. Oui, enfin le danger en fait dans ces circonstances-là, c'est au bout d'un moment d'être tellement nourri et d'avoir vu tellement de choses que soit elles sont inhibantes, soit en fait sans qu'on s'en rende compte, elles produisent un effet d'imitation. Et donc il fallait qu'on arrive à la fois à ne pas être présomptueux, ex nihilo, et faire comme si rien n'avait été fait, et en même temps de choisir suffisamment de choses disparates pour qu'à un moment est suffisamment forte pour qu'il n'y en ait pas une qui prenne le pas sur les autres ou une vision qui devienne imitative, quoi. Donc c'est le travail qu'on a fait qui a été passionnant et assez long. Il y a un autre film auquel j'ai pensé qui est très différent, c'est Aguirre de Werner Herzog, parce que Onoda m'a fait penser à Aguirre, mais à Aguirre dont, d'une certaine manière, la folie serait tournée vers l'intériorité, beaucoup plus que vers l'espèce de démesure de Klaus Kinski dans le film. Et puis c'est aussi une forme de traversée d'une nature hostile, d'un isolement progressif du personnage. Est-ce que ça peut être une des œuvres en résonance avec votre travail? Ah oui, c'est évident. Alors j'ai pas eu besoin de le revoir parce que c'est un film que je connais assez bien et que j'admire beaucoup. Les échos de Aguirre étaient là, quoi. C'était impossible autrement. Et même d'un point de vue de production, c'est-à-dire que c'est un film qui est fait avec très peu d'argent, Aguirre. Voilà, Herzog s'est lancé là-dedans avec une espèce de rapport assez stupéfiant entre l'ambition du film, la démesure du film et les moyens. Et donc, bon, c'était une des balises qu'il y avait comme ça. Mais pour autant, en fait, c'était aussi une espèce de balise, entre guillemets, j'allais dire négative, non pas au sens d'un jugement, mais au sens que je me suis rendu compte progressivement que c'était une approche, on va dire, baroque et presque hallucinatoire, qui ne pouvait pas être la mienne pour le film, parce que, comme vous l'avez dit, la folie, s'il y en a une chez Onoda, est une folie beaucoup plus contenue, beaucoup plus longue et lente, et beaucoup moins explosive et baroque que celle d'Aguirre, quoi. Il y a quelque chose de... c'est la raison qui finit par créer une forme de folie chez Onoda. C'est le fait de tenir à une vision raisonnée du monde. C'est vraiment la question de l'idéalisme, en fait. Beaucoup plus qu'une forme de démesure presque pathologique et qui évoque effectivement
en tout cas le propos de Herzog, a à voir avec le fascisme et avec le nazisme. Alors, il y a des liens évidents, mais j'ai aussi mesuré à quel point esthétiquement et dans le ton, et même dans l'approche, on va dire, signifiante, la direction devait être différente. Tout en admirant, encore une fois, je le dis, non seulement Aguirre, mais toute la filmographie de Herzog. C'est un point qui me paraît intéressant, ce que vous venez de dire sur la nature finalement de l'engagement de Noda, et je pense que vous faites très attention à ne pas le juger dans le film. C'est à mon avis une des grandes qualités du film, c'est à la fois de le montrer entièrement et de ne jamais le juger, mais ça pose quand même un certain nombre de questions sur le plan idéologique, de quoi relève le comportement de Noda. Vous avez dit idéalisme, mais on pourrait peut-être objecter fanatisme également. Est-ce que c'est quelqu'un qui est fanatisé? Est-ce que c'est quelqu'un qui a perdu son libre arbitre, ou est-ce qu'il le garde? Comment est-ce que vous avez construit, peut-être que vous ne voulez pas dévoiler toute l'ambiguïté du personnage, qu'on ne peut pas la dévoiler, mais en tout cas, comment vous êtes affronté à cette question idéologique de, au fond, qu'est-ce qui fait tenir Onoda et qu'est-ce que ça dit d'un engagement guerrier? C'était au cœur du film, c'est-à-dire de l'écriture et de la compréhension de ce que je racontais. Donc ça a été un processus long et qui n'a pas débouché sur une certitude en fait pour moi. La qualité principale pour moi de cette histoire, c'est son ambiguïté, c'est sa complexité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à mon sens, on ne peut pas classer et définir une fois pour toutes ce qui a été ce qui ont été les raisons d'Onoda. Même quand on lit son livre, puisqu'il a écrit un livre, l'ambiguïté demeure déjà parce que c'est ce qu'il en dit a posteriori, parce que c'est sa subjectivité, et même lui ne dévoile pas de manière simpliste en fait, ou disons même s'il pense le faire, c'est-à-dire en exposant pourquoi il a fait ce qu'il a fait. En fait, c'est complexe. La question de l'idéal ou de la croyance, à mon sens, est une des choses les plus fortes, mais c'est pas du tout une manière puriste de voir les choses. Je pense que, en fait, il se tient en permanence à la frontière entre l'intégrité et l'intégrisme, entre l'idéalisme et l'idéologie meurtrière, entre une vision absolue et une vision fanatique. Enfin, il y a quelque chose là-dedans qui renvoie à une série de paradoxes ou de cas limites, mais qui en fait renvoie à toute idéologie ou à toute croyance, c'est-à-dire la noblesse qu'il peut y avoir dans, je sais pas moi, dans l'Ancien Testament ou même dans le Nouveau Testament sur les visées, on va dire lumineuses de l'enseignement du Christ par exemple, peuvent se renverser en fanatisme ou en intégrisme, et il en va de même avec toutes les religions. On peut faire la même analyse avec le communisme. Enfin, évidemment que si on pose le mot fascisme, il est plus difficile pour nous aujourd'hui de se dire qu'un fasciste pouvait être mu par une forme comme ça d'idéalisme pur mais en réalité, je pense que c'est important, d'un point de vue même historique ou humain, de comprendre que personne n'agit en pensant faire le mal, et que personne n'agit en pensant, enfin très peu, agissent en délibérément pensant qu'ils ont basculé du mauvais côté de la morale. Et après, il y a une autre question qui se pose, c'est est-ce que le Japon impérial et ses représentants, et Onoda, on peut dire, est un représentant militaire du Japon impérial, est-ce que c'est le fascisme ou est-ce que c'est une forme du fascisme? Je pense que c'est trop facile de dire ça, et encore une fois je suis pas un spécialiste, mais on peut pas, à mon avis, appliquer des correspondances absolues. Mais enfin voilà, moi ce qui m'a intéressé, c'est de me tenir en permanence à la hauteur de ces ambiguïtés, d'un point de vue d'abord qui est un point de vue subjectif, très impur, très imparfait et très ambivalent. Alors, toute cette question de l'existence d'un fascisme japonais, elle a été débattue en histoire. J'en vois notamment aux travaux de Pierre-François Souiri dans sa nouvelle histoire du Japon récente, qui fait une mise au point. On pourra mettre la référence sur le site. Ce que vous dites est très intéressant aussi parce que, d'une certaine manière, on a l'impression que c'est plus facile pour vous, issus de France, de vous emparer de cette histoire et d'en traiter l'ambiguïté de façon pleine et entière, que ça ne l'aurait été pour un réalisateur chinois ou un réalisateur coréen ayant connu dans son histoire nationale les exactions de l'armée impériale, ou un réalisateur philippin, imaginons. Ça aurait été beaucoup plus compliqué sans doute de se saisir d'Onoda et d'y projeter une ambiguïté.
d'autant plus que le même Onoda, à la fin de sa vie, a plutôt été utilisé ou lui-même a adhéré à des formes de nationalisme nostalgique du Japon impérial. Donc cette dimension idéologique, c'est peut-être plus facile de la mettre à distance que s'il s'agissait évidemment d'un personnage de la Wehrmacht. Oui, oui, ça c'est sûr. Il y a une forme comme ça ça j'en ai été conscient assez tôt, une forme de rapport relativement neutre qu'un réalisateur français, en l'occurrence moi, pouvait avoir au militarisme japonais. Effectivement, si on rapproche ça, si on essaie de trouver un équivalent avec l'Allemagne, ça devient beaucoup plus compliqué. Où ça donne La Combe Lucien de Louis Malle, qui était un film qui a marqué par son ambiguïté, et justement qui a même gêné, qui a créé ça a été mal reçu du fait de cette tentative d'inclure l'ambiguïté dans une histoire très proche. Absolument, ouais. C'est d'autant plus que La Combe Lucien est un Français. Donc c'est la question de la collaboration et des miliciens qui est posée. Mais moi, ce qui m'a frappé, effectivement, si on imagine un film asiatique, chinois, coréen ou philippin, d'ailleurs, je crois qu'il y a eu au moins un réalisateur philippin qui, à un moment, s'est intéressé à cette histoire, qui s'appelle Raya Martin. Mais c'est même encore plus troublant si on se demande pourquoi il n'y a pas eu de film japonais, en fait. C'est-à-dire que toutes les ambiguïtés idéologiques du Japon, et notamment après la bascule d'Hiroshima et la défaite, on fait que Onoda est resté, et reste encore aujourd'hui, un personnage gênant, on va dire, et très difficile à représenter pour les Japonais. Et je pense que, et j'en ai un peu confirmation ces jours-ci, parce que j'ai des retours, parce que le film va sortir au Japon bientôt, j'ai beaucoup d'échanges avec des journalistes japonais. Je pense que le film les frappe beaucoup, parce qu'il arrive de manière complètement inattendue et d'un endroit inimaginable, la France, enfin un Français qui fait ça, mais en même temps en se présentant comme un film qui n'a pas de point de vue occidental. Et du coup, ils arrivent à le recevoir comme un film, et comme un film qui pourrait être un film japonais, puisque les acteurs, apparemment, le jeu des acteurs est suffisamment solide pour eux, pour faire oublier que c'est un non-japonais qui l'a fait, et le point de vue du film, effectivement, comme vous le dites, qui ne cherche pas à juger ou à classer idéologiquement Onoda, fait rentrer dans une aventure humaine dans laquelle eux peuvent se projeter, mais d'un point de vue qui aurait été vraisemblablement absolument impossible fait par un japonais. Donc je pense que leur position comme spectateur est très paradoxale, quoi, face au film. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, non pas en me disant, tiens, j'ai pas fait le film en me disant, en prévoyant cette réaction japonaise, mais en tout cas, il y avait un pari de dépasser en fait les particularismes nationaux et d'essayer d'en faire une histoire universelle, tout en affrontant ce qu'elle a de singulier et de local. Mais c'était une espèce de fantasme presque utopique comme ça, par les moyens du cinéma, de surmonter les particularismes. Cette dimension universelle, je pense que vous y parvenez à travers ce qui est l'un des points les plus frappants du film, c'est le travail sur la temporalité, c'est-à-dire faire sentir dans les 2h40, je crois, du film, 30 ans d'histoire, et les faire sentir à la fois en donnant l'épaisseur temporelle, mais sans ennuyer non plus le spectateur, en faisant sentir à la fois des césures et des événements, il y a des tournants, et en même temps une forme de continuité, de monotonie. Alors c'est une question peut-être très vaste, mais comment vous avez, dès le départ du projet, j'imagine, cherché à restituer cette texture temporelle très particulière des 30 années de l'histoire d'Onoda? Ça a été très empirique, encore une fois. C'était impossible pour nous, alors je dis nous parce qu'on était deux à écrire. J'ai écrit avec Vincent Poimiro, avec qui j'avais déjà collaboré. Ça a été vraiment, c'était impossible d'avoir une idée préconçue, des modèles préexistants ou un genre préexistant qui nous aurait dicté ou dessiné des manières de faire. On était incapable de savoir, ça nous effrayait d'ailleurs, comment raconter les 30 ans. Donc ça a été très progressif au début. Donc le livre sur lequel on s'est basé, qui s'appelle 30 ans seul en guerre, alors il a été réédité l'année dernière, et je crois qu'il a changé de titre, et malheureusement je ne l'ai pas en tête. Un livre de Bernard Sandron et Gérard Chenu. C'était vraiment la base de notre travail, et la temporalité était éclatée dans ce livre, mais on ne pouvait pas la suivre. Elle était d'ailleurs très intéressante en termes documentaires, mais en termes fictionnels, ça marchait évidemment pas. Et donc on a remis les choses dans l'ordre.
on a commencé par faire une espèce de document qui racontait sous forme plutôt littéraire que cinématographique les 30 ans. En mettant l'accent sur ce qui nous paraissait être les événements les plus importants et en ne se censurant pas sur la quantité, c'est-à-dire il y avait énormément de choses. En essayant, mais c'était un document qui ressemblait, par exemple, à un moment je disais, voilà, maintenant ils sont 4, ils commencent à faire le tour de l'île régulièrement, ils apprennent à se nourrir, les jours deviennent des semaines, les semaines des mois, les mois des années. Donc on voit bien que c'est pas cinématographique ça, on peut pas le faire tel quel, ça ne nous indique rien sur la dramaturgie. Mais il fallait en passer par là, et donc il y avait une accumulation d'événements où il y avait parfois une dramatisation dans ce premier document. Par exemple, les morts, les fugues du jeune Akatsu. Voilà, au départ, il faut dire, ils sont 4. Rapidement, ils sont 4. Ils sont 4 et petit à petit, le nombre va diminuer au fil des mésaventures, fuites, morts des différents protagonistes. Jusqu'à un isolement très grand de Onoda. Ouais. Et donc, ce document-là a constitué une base, comme je le disais, plutôt littéraire. Et quand on a commencé à essayer de dramatiser en scène, on est passé par diverses versions de scénarios qui essayaient des choses sur les ellipses, parce qu'en fait, raconter 30 ans, c'est choisir qu'est-ce qu'on ne va pas raconter. Et comment donner la sensation qu'on représente tout alors qu'on représente beaucoup moins de choses qu'on en laisse dans l'ombre. Et je peux donner un exemple. Dans une des premières versions de scénario, il y avait assez tôt dans le scénario, une ellipse de 10 ans, quand ils se retrouvaient à 4, comme ça. Et je disais, voilà, 10 ans passent, et on retrouvait une scène brutalement où ils avaient 10 ans de plus. Et ça ne marchait pas, en fait. Les lecteurs disaient, mais on ne comprend pas, qu'est-ce qu'ils font pendant ces 10 ans? Et il y a quelque chose où on n'arrive pas à accepter que ces personnages, surtout les hommes d'Onoda, acceptent de le suivre et pendant 10 ans, concrètement, font quasiment du camping, en fait, puisqu'il n'y a plus de guerre. Donc je me suis rendu compte qu'on n'avait pas préparé du tout ce passage, cette espèce de plateau comme ça, parce que, en fait, j'ai compris que les ellipses, il fallait les préparer dramatiquement, de manière à pouvoir faire accepter aux spectateurs que pendant les 10 ans ou 3 ans, ou à un moment il y a 20 ans qui passent, qu'on fait passer, il fallait que le spectateur instinctivement comprenne ce qui s'était passé dans ce trou. Et pour ne pas être troublé ou être positivement troublé, on va dire, en termes d'accroche dramatique, par le fait de les retrouver aussi tard. Et donc ça m'a amené à comprendre que avant de les quitter pendant un temps très long, alors les 10 ans déjà se sont transformés en 3 ans, parce que j'ai compris que je ne pouvais pas faire passer 10 ans à ce moment-là du film, ce qui était à peu près, je sais pas moi, entre un quart et un tiers du récit. Donc ça s'est transformé en une ellipse de 3 ans, et il fallait qu'avant cette ellipse, Onoda, fallait des événements très forts. Par exemple, il fallait voir les Américains quitter l'île, comprendre qu'il n'y avait plus d'ennemis sur cette île. Donc ça nous a amené à faire cette scène où il y a une scène où ils vont dans un village détruit et ils pensent trouver les Américains. En fait, les Américains s'en vont. Ils voient le bateau. Ce qui veut dire qu'ils ont, par certains côtés, les moyens de comprendre que la guerre est finie. Voilà. Et donc il y a une forme de choix de la poursuivre alors qu'elle pourrait ne pas se faire. On leur dit même dans cette scène-là, des Philippins leur disent « The war is over, c'est fini, les Américains sont partis ». Et donc ils sont confrontés à un espèce de choc. Et Onoda doit se réapproprier ce choc pour faire comprendre à ces hommes qu'en fait c'est faux et que la guerre ne peut pas être finie. Et pour faire ça, il s'en remet à la seule chose qu'il peut faire, c'est raconter la vérité de sa mission. Et c'est le moment où nous, spectateurs aussi, on apprend en réalité quel a été son background, dans quelle école il a été formé et quelle est sa mission. Et donc voilà, ça a été des choix. En fait, les choix dramaturgiques très forts, les choix narratifs, sont constitutifs des ellipses et de comment raconter les 30 ans. Pour pouvoir passer au plateau d'après, le film se construit vraiment par parties, par plateaux successifs, qui sont quasiment à chaque fois des genres différents, des genres cinématographiques différents. C'est-à-dire que le film de guerre cède la place au film de survie, le film de survie devient un film de folie à deux, le film de folie à deux devient un film, une robinsonade quasiment, puisque le personnage se retrouve seul. Voilà, donc en fait, en passant ces différentes étapes, c'est par la dramaturgie elle-même et les événements, et ça a été une construction très empirique, on l'a compris progressivement.
L'un de ces plateaux, c'est le moment où Onoda et l'un des derniers qui est avec lui reçoivent une radio et reçoivent des signaux du monde extérieur et ont de nouveau des moyens de comprendre que la guerre est finie, et ils vont même s'inventer une fiction que la guerre continue, et en lisant les journaux ou en écoutant la radio, ils vont essayer de décoder, et c'est une scène qui m'a fasciné, ces informations, et transformer des vraies informations en fausses informations, parce qu'ils ont besoin de se dire qu'en fait il y a un message codé, que la guerre continue, et donc à partir du vrai ils vont fabriquer du faux, mais du faux qui correspond au réel de l'histoire qui se sont construites. Absolument. C'était effectivement un des plateaux les plus excitants et les plus dangereux en même temps du film. Dangereux au sens où quelque chose de la folie ou du déni se concrétise tellement que, en tout cas au stade de l'écriture de scénario, ça passait ou ça cassait. C'est-à-dire il y avait possiblement une mise à distance tellement grande des personnages, ça devenait bouffon, grotesque, absurde, et donc on pouvait facilement les mépriser comme des idiots et se dire... Ok, ils ont basculé dans un au-delà de la raison et de l'intelligence, et donc ils sont bêtes, et donc je les juge, et donc je n'arrive plus à adhérer, et je ne peux plus avoir d'émotion. Or, c'était tout l'inverse de ce que je voulais. Je voulais qu'à travers ce moment où il bascule dans une forme de complotisme et de paranoïa, vraiment de paranoïa, c'est-à-dire la lecture du réel et des signes que nous envoie le réel, pour en faire une confirmation d'un point de vue erroné, en tout cas d'un point de vue problématique par rapport à ce que nous savons être le réel. Eh bien, je voulais que ce passage-là soit le facteur d'un des moments les plus forts en termes d'empathie et d'émotion. Je voulais qu'on puisse quasiment fusionner avec leur délire et partager avec eux la jouissance que suppose la construction de ce délire comme une révélation quasi mystique qui permettrait de les mettre sur le plateau le plus fort, le plus serein et le plus plein de leur histoire. Et donc ça a été... et il fallait en passer par ce moment critique quasiment grotesque où les personnages s'enferment et s'enfoncent dans le faux. Et voilà, mais ça a été un des moments les plus excitants à la fois de l'écriture et de la mise en scène, parce qu'en fait, j'avais l'intuition qu'on pouvait proposer au spectateur, à travers ce délire, une vraie expérience de cinéma jouissive qui consiste, tout en sachant, à savoir que c'est faux, à se prendre au jeu, de jouir avec eux de la construction d'une fiction. Et on joue avec eux aussi parce qu'on les voit souffrir, et parce qu'il y a cette dimension très matérielle de la vie, de la survie, de la construction d'une hutte, des intempéries, de la blessure, de la maladie, etc. Je voulais savoir comment vous avez cherché à mettre en scène la violence, parce que c'est un film paradoxal de ce point de vue-là. C'est pas complètement un film de guerre, il y a des scènes de guerre, mais plutôt filmées de loin, on voit des lumières, on voit des incendies au loin au départ. Il y a des scènes de violence, mais c'est aussi un film qui travaille par certains côtés la notion de paix intérieure, ou la notion d'harmonie avec un environnement. Donc il y a une ambiguïté aussi sur ce plan-là, sur la manière dont la violence est intégrée à cette histoire. Elle en fait partie, mais elle ne la résume pas. Oui, alors ça a été aussi un processus où il a fallu que dès le départ, j'avais conscience, et ça me plaisait, que le film ne serait pas un film de guerre ou d'action, au sens où tout serait déterminé par des confrontations à la violence, et qui avait possiblement une expérience presque à des moments un peu extatique ou un peu élégiaque, avec une grande douceur, une forme de effectivement d'accès à un équilibre intérieur. Mais tout ça ne pouvait exister qu'en regard. Encore une fois, c'est vraiment tout était dialectique dans cette histoire. En regard de moments extrêmement brutaux, extrêmement âpres, très 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 violents, qui étaient contenus dans l'histoire elle-même d'Onoda et que j'ai travaillé de manière fictionnelle pour faire ressortir les contrastes entre cet accès à des moments de paix ou de communion, de fraternité, d'amitié aussi, de douceur. Et voilà, c'est par contraste avec des moments beaucoup plus surgissants. Et donc, en fait, j'ai compris que la violence devait surgir à quelques moments de manière extrêmement intense, surprenante et réelle. Il fallait qu'il y ait quelque chose de l'ordre d'une expérience très prégnante et très chaotique du surgissement de la violence. Et donc, il y a des moments assez distanciés, mais en fait, il y a quand même les quelques scènes violentes
en tout cas c'était l'intention, devait avoir une dimension de surgissement presque stupéfiant comme ça, qui te prend par surprise. Et c'était aussi excitant parce que c'est quelque chose que je n'ai pas vu si souvent que ça dans les films, que ce soit les films de guerre ou même les films d'action. Et c'était une chose que j'avais déjà entamée avec Diamant Noir, l'envie d'essayer de construire stylistiquement, esthétiquement, mais aussi en termes de sensations, une expérience de réel, quoi. C'est-à-dire que la violence surgisse comme un moment de rendez-vous avec la réalité, très corporel, où quand c'est arrivé, c'est déjà trop tard, on n'a pas eu le temps de se préparer. Et en général, quelque chose de l'ordre du tragique est ressenti parce que les morts, par exemple, les morts frappent... la mort frappe des gens très proches du personnage. Et donc, on lui enlève des personnages, ou on lui... Alors, c'est pas systématiquement le cas, mais il y a quelque chose comme ça de l'ordre du trauma, où c'est déjà trop tard, ça nous a échappé. Et c'est des moments où je ne voulais pas mettre à distance tant que ça, et notamment, il n'y a pas de musique sur ces moments-là, quasiment. La musique étant pour moi un moment où, en général, la possibilité d'une distance est proposée. La musique met au passé d'une certaine manière, ou crée une dimension mentale, ou une dimension de sentiment. En tout cas, la musique telle que moi j'essaie de l'utiliser, qui n'est pas là juste pour augmenter le frisson ou indiquer ce qu'il faut ressentir. Et du coup, toutes les scènes d'action sont sans musique, dans le but vraiment de créer une sensation de présent très forte et de surgissement. Ce surgissement, il est rendu possible aussi par la manière dont vous filmez l'environnement de ces soldats, les villageois philippins, qui, on sait qu'ils sont toujours là, mais ils ne sont jamais là. Et là, on retrouve peut-être certains des codes du western. Je pense à un film comme Distant Drums, où on entend les Séminoles qui tapent sur des tambours lointains, et il y a une présence sourde, mais finalement, pendant une grande partie du film, ça n'apparaît pas, et ça crée une tension, ça crée une angoisse. C'est quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Et vous prenez soin de ne jamais finalement nous éloigner trop d'Onoda. Il n'y a pas de contre-champ dans un bureau au Japon où quelqu'un dirait il faut qu'on retrouve Onoda, il peut y avoir des flashbacks ou des déplacements, mais on est quand même, on suit ces hommes, et du coup quand l'autre fait irruption, cette irruption on la ressent parce que précisément elle n'a pas été montrée auparavant. Oui, alors le point de vue alternatif, il finit par arriver assez tard. C'est celui d'un jeune homme qui s'appelle Suzuki, et qui, donc c'est un personnage réel, qui a fini par retrouver Onoda tout seul, avec un sac à dos. Il a débarqué sur cette île. Alors il a retrouvé peut-être, il faut le dire, à un moment où au Japon, on commence à savoir qu'il y a des soldats sur certaines îles, etc. Alors ça fait un petit moment, voilà, ça fait partie du débat, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu l'idée tout seul qu'il y avait Onoda. Non, il y a eu des expéditions pour aller chercher Onoda qui se sont toutes soldées par des échecs. Et la dernière, que je ne montre pas dans le film, qui date de 72 ou 72, je crois, est consécutive à la mort du dernier compagnon d'Onoda, qui s'appelle Kozuka, où là, en fait, on pensait qu'Onoda et Kozuka étaient morts. Depuis des années, il n'y avait plus de signes. Et on a retrouvé donc Kozuka mort. Il a été tué et récupéré par les Philippins sur l'île. Et donc, une dernière expédition a été envoyée. Et Suzuki, cette expédition a été un échec. Et Suzuki s'est dit, mais si Onoda est sur cette île et s'il est vivant, or on le sait qu'il l'est, je peux le retrouver. Il faut venir seul, il ne faut pas venir au nom de l'armée. Et il faut savoir comment l'aborder et comment lui parler, comment rentrer en contact avec lui. Et il a mis ça à exécution, il l'a retrouvé. Et effectivement, la dernière partie du film incluait forcément un changement de point de vue, parce que il se trouve que la résolution de l'histoire, c'est que Suzuki a fini par aller retrouver le supérieur hiérarchique d'Onoda au Japon, qui était par chance encore vivant, et parce que Onoda lui avait dit « Je ne déposerai les armes que si mon supérieur hiérarchique vient me dire en personne sur Lubang, sur l'île, de déposer les armes. » Un supérieur hiérarchique, au passage, qui apparaît aussi un peu comme un père de substitution, et donc on rejoint l'ambiguïté qu'on a évoquée tout à l'heure sur les raisons d'un engagement, engagement militaire, idéologique, mais aussi engagement intime, familial. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue aussi. Oui. Alors ça, c'est en partie une création fictionnelle, parce que le personnage de l'instructeur supérieur hiérarchique Taniguchi est en fait le major Taniguchi. J'ai fusionné plusieurs figures et je les ai un peu... J'ai un peu créé comme ça une figure de père de substitution, parce que j'ai cru identifier que dans l'histoire réelle d'Onoda, il y avait quelque chose par rapport à la figure du père. Mais enfin, j'ai quand même largement décidé de créer cette thématique-là pour mon propre compte, quoi. Mais toujours est-il que une des plus grosses difficultés d'écriture et de montage a été l'introduction de ce personnage de Suzuki, et comment à un moment partir avec lui, c'est-à-dire quitter Onoda, son point de vue, quitter l'île pour la seule fois du film,
pour aller chercher avec ce jeune Suzuki le supérieur hiérarchique au Japon. Et ça a été une construction complexe qui a été jusqu'au bout du montage. En fait, on introduit le film par la figure de Suzuki qui arrive sur cette île. On ne comprend pas exactement ce qu'il vient faire, qui il vient chercher. Et on sent qu'il va connecter avec Onoda. Et tout le film ensuite est un long flashback mental du point de vue d'Onoda lui-même, qui est replongé dans son histoire par une chanson diffusée par ce jeune homme Suzuki, qui la diffuse comme une espèce presque de chant de sirène pour attirer Onoda. Voilà, donc il y a eu une construction assez finalement aujourd'hui qui apparaît quand on voit le film comme assez limpide, mais qui a été complexe pour savoir comment quitter Onoda sans jamais vraiment le quitter. Parce qu'en fait, le point de vue d'Onoda est devenu tellement prégnant qu'il exigeait de nous des choses complexes. Moi, je pensais pouvoir quitter le point de vue d'Onoda de manière plus brutale. C'était comme ça que c'était écrit au scénario et ça a été rejeté par le film. Parce qu'après avoir traversé autant de temps, autant d'émotions avec lui, il n'était pas si simple de le quitter. Comme il n'est pas simple pour lui de quitter l'île, la dernière scène du film, c'est ce départ en hélicoptère, avec les Philippins presque qui rendent les honneurs, en tout cas du côté officiel, des villageois qui regardent un peu stupéfaits ce personnage devenu légendaire qui est Onoda. À quoi pense Onoda pour vous quand il est dans l'hélicoptère et qu'il voit l'île s'éloigner ? Je pense qu'il pense à ses amis disparus, il pense à tout ce qui n'a servi à rien. Et ça se mêle, à mon avis, dans sa tête à quelque chose d'absolument inverse, c'est-à-dire la plénitude de vie qui est au-delà de tout jugement, en fait, même de sa part, alors qu'il est dans un moment où sans doute il se juge durement, puisqu'il a compris qu'il a fait une erreur, il a compris qu'il s'était trompé, qu'il a tué un nombre important de personnes, qu'il a amené des gens à la mort, notamment ses camarades, pour une raison fausse, et une raison qui, en tout cas, objectivement, était vide. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'un paradoxe absolu, et qui, à mon avis, fait un déchirement chez lui, entre le fait que quelque chose de plein, et donc de vivant, et de nécessaire humainement a été vécu et il ne pourra jamais se départir de ça, d'où une forme de nostalgie et d'attachement, y compris à l'île, aux conditions matérielles de sa vie sur cette île, et dans le même temps une forme de honte, une forme de sentiment d'absurdité, une forme de culpabilité qui se mêlent. Donc jusqu'au bout, l'impureté de cette expérience, c'est ça en tout cas qui me paraissait le plus évident, le plus fort à la fin. Merci beaucoup. On vous souhaite évidemment la meilleure réception et je pense que ce sera très intéressant de voir quelle réception est faite au Japon au film. Et puis, je redis que partout en France où c'est possible, il faut aller voir Onoda qui est à l'affiche et qui est vraiment un film remarquable. Merci beaucoup, Arthur Harry. Merci à vous. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.